Ici. Alors, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes là ou non? Vos micros. Très bien, très bien. Ok, on va reprendre. Il y a un problème de micro apparemment. Non, celui-là. Parce que je regarde ce qu'ils m'ont dit. Ça va, ça va. Désactiver le micro. Bon, alors on continue. Vous voulez que je vous désactive le micro? Parce que pour les gens qui m'ont mis désactiver les micros. Vous voulez que je désactive les micros? Vous pouvez parler. Est-ce que vous pouvez parler? Oui. Non, c'est nos collègues. Bon, on va arrêter la carte. Ah, ok, très bien. Donc, je reprends. Très bien. Donc, on va reprendre. On va reprendre un petit peu. Très bien. Donc, on va reprendre par le furoncle. Les furoncles, donc, c'est des furoncles, donc, c'est des infections un peu profondes. Donc, on a vu donc l'impétigo, l'impétigénisation et tout ce qui est ectyma. On passe maintenant aux infections profondes folliculaires. C'est une infection, comme je vous ai dit, du follicule pileux-sébacé, c'est-à-dire ça va toucher le follicule pileux ainsi que la glande sébacée qui est juste liée à côté, par le staphe doré, secondairement suppuré, avec nécrose et élimination du follicule pileux. C'est-à-dire vous allez avoir carrément un cratère. C'est comme un trou après avoir. Donc, quand il y a une infection au niveau du follicule, quand il se détruit un petit peu, quand il s'enlève, c'est ça le bourbion, c'est un petit peu la base, ou bien l'origine un petit peu du follicule. Quand il s'enlève, il va laisser comme un cratère au niveau de la peau. On dirait que c'est des trous un peu plus profonds. Il est favorisé par le portage manuel à partir des gîtes staphylococciques, plus fréquents en cas de diabète, d'immunosuppression, d'atopie ou bien de carence martiale. C'est pour ça qu'il faut toujours éviter de manipuler les petits boutons qui apparaissent au niveau de la barbe ou bien au niveau des membres inférieurs. Vous tripotez comme ça les follicules, votre poil, et quand vous le touchez, et dans certaines conditions, vous risquez de faire une furonculose ou bien un furoncle, qui est une infection qui est très très douloureuse. Le manque d'hygiène, l'obésité, l'occlusion et la friction mécanique favorisent la survenue des furoncles. Donc, on voyait aussi, quand les gens viennent me consulter pour des furoncles qui touchent un petit peu la région fessière ou bien au niveau des cuisses, il y a aussi le portage de vêtements trop serrés, donc l'occlusion, ainsi que la friction mécanique. Donc, quand c'est trop serré, donc le poil il ne peut pas sortir du follicule de la peau, et à ce moment-là, il va s'incarner de la peau et risque de vous faire un petit peu une furonculose. Ça commence par une inflammation qui est centrée sur le follicule, qui donne initialement une induration chaude et douloureuse, qui évolue en quelques jours vers la suppuration. C'est alors le bourbion qui va s'éliminer, qui laisse un cratère rouge.
c'est-à-dire c'est comme un trou un peu profond, unique ou bien multiple. Le furoncle prédomine au niveau du dos, les épaules, les cuisses, les fesses, rôle du frottement par le vêtement. Plus on porte des vêtements trop serrés, on risque de faire comme ça ce genre de complications de furonculose. Il est impératif d'éviter l'irritation ou bien la manipulation en raison du risque de dissémination de l'infection. C'est ça le furoncle. Donc, quand vous voyez, c'est un petit, ça c'est le follicule, c'est la naissance du follicule. Donc, vous voyez, il y a une grande induration avec un érythème très chaud, c'est très douloureux. Et quand vous le touchez, c'est très dur. Donc, ici aussi, donc c'est toujours l'origine, c'est ces follicules-là, ces poils-là. Donc, dès qu'il y a une manipulation ou bien dans certaines conditions, par exemple d'immunosuppression ou bien chez les diabétiques, les gens qui se grattent énormément, qui souffrent d'eczéma ou de dermatite atopique, qui risquent de nous faire ce genre aussi de complications. Donc, le bourbion, il va s'enlever, il va laisser un petit trou. Donc, c'est le matériel pileux qui va s'enlever, il va laisser un petit trou ou bien un cratère. L'anthrax, c'est une autre forme, donc c'est un agglomérat de furoncles, qui va réaliser cet aspect-là, voilà. Donc c'est plusieurs furoncles au niveau de la même zone, on parle ici d'anthrax, qui réalise un placard inflammatoire hyperalgique parsemé de pustules, il peut s'accompagner de fusées purulentes sous-jacentes et une fièvre, adénopathie. En général, pour les furonculoses ou bien furoncles ou cet anthrax-là, on va rechercher, donc le malade il va se plaindre d'adénopathie homolatérale au niveau du pli inguinal. Donc c'est des gens, ils vont venir vous voir, j'ai une adénopathie, j'ai une induration au niveau de l'aine, ainsi que cette lésion-là. Donc ça c'est automatique. Donc on risque de faire des adénopathies homolatérales au site de l'infection. Et comme c'est une infection profonde, donc ça va donner rapidement une adénopathie. Donc le siège électif, le cou ou bien le haut du dos. La furonculose, c'est quoi? C'est la répétition d'épisodes de furoncle avec un passage à la chronicité. Donc, c'est des gens qui vont faire un furoncle ce mois-là, l'autre mois. Donc, ça récidive sur plusieurs mois. Ici, on doit toujours chercher un facteur favorisant qui sont, premièrement, donc, le portage sur ces gîtes-là, donc de foyers staphylococciques narinaires ou bien rétroauriculaires interficiels. Donc, toujours rechercher l'existence de gîtes avec un portage trop important. C'est pour ça que toujours traiter, quand il y a des récidives, traitement des gîtes est obligatoire. Par exemple, ça c'est une furonculose, donc vous voyez bien multiples furoncles au niveau de la région fessière et même ici, au niveau de la jambe. Le diagnostic positif est toujours clinique, donc en matière d'infection cutanée, donc le diagnostic, on va dire, c'est un diagnostic de couloir, c'est-à-dire dès qu'on voit la lésion, on pose le diagnostic. On n'a pas besoin vraiment de faire beaucoup d'examens complémentaires. La mise en évidence de staph doré. Donc, la mise en évidence de staph doré est moins importante dans le furoncle pour écarter d'autres germes et dans les gîtes. Et donc, pour convaincre le patient de l'importance de traiter les gîtes. Un traitement de site atteint plus de gîtes. Pour le diagnostic différentiel, ça se pose avec les autres folliculites, par exemple de la barbe. Vraiment, on va passer. Pour l'hydrocédénite, qui est une infection très profonde de la glande sudorale. Alors, la notion du gîte, je vous ai dit, quand on est infecté, par exemple, on a un furoncle au niveau de la jambe. Vous allez traiter la jambe, vrai ou pas? Donc, quand vous faites un traitement local de la lésion qui siège au niveau de la jambe, si ça récidive chez le même malade plusieurs mois, à ce moment-là, vous devez traiter et la lésion qui existe au niveau de la jambe plus les gîtes. C'est-à-dire le malade doit mettre l'antiseptique au niveau des aisselles, au niveau rétroauriculaire, au niveau des narines, au niveau du pli des cuisses ou bien le pli inguinal. C'est ça les gîtes. On va traiter par un antiseptique et on va mettre aussi un antibiotique local. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, le traitement des gîtes s'impose quand il y a des récidives, c'est-à-dire vous mettez l'antiseptique et l'antibiotique au niveau des zones qui ne sont pas atteintes aussi par le germe ou bien par la furonculose. Pour l'acné, comment je peux faire le diagnostic d'acné? Comment je peux séparer donc la lésion à type de folliculite ou bien d'acné?
En général, la folliculite, c'est un seul aspect, un aspect monomorphe. Vous avez des petites lésions centrées par un poil avec du pus, un petit pustule. Tandis que dans l'acné, dans cette forme-là, donc la lésion ici, elle est très polymorphe. C'est-à-dire, on va voir des nodules, des papules, des pustules, en même temps et des kystes. Donc, c'est pas vraiment monomorphe, c'est plus polymorphe. Pour l'évolution, donc le passage à la chronicité, c'est la complication la plus fréquente. Les septicémies et les autres complications viscérales, la staph, restent vraiment rares. Donc, il faut juste faire un bon traitement. La staphylococcie maligne qui se voit, surtout au niveau de la face, avec un risque de thrombophlébites du sinus caverneux, est exceptionnelle. Elle est redoutée en cas de présence d'un furoncle centrofacial manipulé qui devient très hyperagique avec un syndrome infectieux marqué et un œdème centrofacial trop important. Pour le traitement, donc pour le furoncle isolé, on est obligé de faire une protection par un pansement pour éviter donc l'introduction d'autres germes, mettre un pansement avec nettoyer avec un antiseptique et mettez toujours un antibiotique local. Donc, je nettoie avec de l'eau et savon. Donc, je nettoie avec l'eau et le savon. Par la suite, je sèche bien. Je mets mon antiseptique. Par la suite, je mets mon antibiotique et je peux faire un pansement gras, type de tuile grappe. Comme ça, quand je ferme avec une compresse, ça ne va pas se coller. On ne fait pas d'incision. Pour les localisations à risque, par exemple les localisations centrofaciales, l'anthrax ou bien les furoncles multiples, on est obligé de donner un antibiotique par voie générale. On peut choisir un macrolide, une synergistine, toujours association traitement local plus traitement général. Pour les furonculoses, même chose, donc toujours faire une hygiène rigoureuse, donc toujours indiquer aux patients de se laver. Plus on se lave, plus on enlève la crasse, et plus le traitement va passer, c'est-à-dire plus la zone est propre, plus donc l'efficacité de l'antibiotique peut se voir rapidement. Donc nettoyer toujours avec l'eau et le savon, mettre un antibiotique par voie péreuse, traitement local prolongé des gîtes par des antibiotiques et des antiseptiques, donner un arrêt de travail pour les professions à risque, telles que par exemple les boulangers, par exemple les pâtissiers, tout ça, c'est donc ils sont en train d'utiliser leurs mains, tout ça, donc ils risquent de nous faire des contaminations importantes. Prélèvement et traitement des gîtes pour toute la famille en cas de récidive. On passe maintenant à la dernière infection qui est l'érysipèle, qui est une infection très profonde. Et normalement, vous avez déjà vu ça quand vous avez fait le module d'infectieux. Donc, ça sert juste à faire une répétition. Donc, pour l'érysipèle, normalement, c'est très simple à faire le diagnostic. Donc, c'est l'aspect typique de la grosse jambe rouge et douloureuse. Donc, l'érysipèle est une infection cutanée aiguë, un streptocoque qui atteint le derme et l'hypoderme. Donc, c'est très profond quand même. Elle est rare chez l'enfant. La maladie, elle s'observe souvent chez l'adulte après 40 ans. Malgré le progrès de l'hygiène et le développement de l'antibiothérapie, l'incidence d'érysipèle semble en augmentation. L'atteinte des membres inférieurs, sans doute, est liée au rôle important de l'insuffisance veineuse parce que généralement, les gens qui vont faire un érysipèle, ils ont toujours une insuffisance veineuse, c'est-à-dire un problème veineux ou bien artériel sous-jacent, ou bien lymphatique aussi. Donc, c'est l'apanage des gens qui ont un problème d'ordre veineux. L'érysipèle est une infection à streptocoque, le plus souvent hémolytique du groupe A, rarement du groupe G ou C. Le diagnostic repose sur l'association d'un placard, on avait dit une grosse jambe rouge douloureuse, avec une polynucléose neutrophilique. Dans la forme habituelle, l'érysipèle réalise cette jambe rouge donc comme celle-là. Donc, vous voyez bien, la jambe est très enflée, elle est rouge. On a essayé d'entourer un petit peu l'érythème. Est-ce que vous m'entendez, oui ou non? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Très bien. Donc, j'ai dit bien, donc sur cette photo-là, vous avez une grosse jambe douloureuse, rouge. Il faut toujours essayer de mettre la main sur le placard pour apprécier la chaleur. Parce que plus le membre est chaud, parce que vous avez la douleur,
la chaleur et l'enflement du membre. C'est ce qui va va déterminer ce diagnostic-là d'érysipèle. Devant cet aspect-là, donc vous voyez que le placard il n'est pas vraiment limité. Donc les limites sont un petit peu floues, ici et même ici un petit peu. Donc c'est pas trop bien dessiné. Mais au niveau du visage, on va voir que le bourrelet périphérique est plus marqué. Le début, elle est brutal. En général, c'est une fièvre très élevée, 39 à 40, des frissons, qui précèdent à quelques jours, voire quelques heures, l'apparition du placard. Le placard est œdémateux, enflé, douloureux à la palpation, avec un bourrelet plus marqué au niveau du visage. Il est rare au niveau de la jambe. Dans certains cas, le placard inflammatoire peut aboutir à des décollements bulleux superficiels. Plus on a un enflement au niveau de la peau, plus on risque de faire des bulles. Donc, c'est des complications qui se voient suite à l'apparition d'un érythème, puisque la peau va s'étendre, elle va s'enfler, plus ça s'enfle, plus ça va se décoller. Quand ça se décolle, on va voir l'apparition de bulles. Il faut toujours chercher des adénopathies régionales, donc homolatérales à la lésion. Il faut chercher aussi une porte d'entrée, parce qu'on a toujours une porte d'entrée, telle qu'ici, par exemple, vous avez cette onychomycose, qui est un champignon qui touche les angles, ou bien les intertrigous, comme ça. Donc ça, c'est des intertrigous. C'est une porte d'entrée à des infections. Donc toujours traitement de la lésion, plus traitement de la porte d'entrée. Parce que si on ne traite pas la porte d'entrée, ça en risque de faire des récidives. La porte d'entrée est retrouvée dans 50 à 70% des cas. Donc les principales sont les intertrigaux interdigitoplantaires, les plaies traumatiques, les ulcères de jambes. L'état général peut être altéré avec fièvre élevée et frisson. Quelles sont les formes? On a par exemple les formes symptomatiques où le placard peut prendre un aspect purpurique, comme ça. L'apparition secondaire de pustules au niveau des petites zones de nécrose superficielle aussi, elle est rare. Donc vous voyez ici par exemple, il y a un décollement trop important, l'apparition de grosses bulles avec carrément des bulles purulentes, avec un contenu purulent. Ici par exemple, au niveau du visage, vous voyez bien que le bourrelet périphérique, donc ici, il est plus marqué qu'au niveau de la jambe. Donc l'érysipèle peut également toucher la partie supérieure, c'est-à-dire le visage, avec un placard unilatéral inflammatoire et un bourrelet périphérique qui est très marqué. Ça peut se voir aussi au niveau de n'importe quelle zone du corps, au niveau par exemple des membres supérieurs. Pour l'évolution, donc les formes subaiguës où la fièvre et l'hyperleucocytose sont modérées, voire absentes, elles ne sont pas rares, notamment au niveau des membres inférieurs. Et dans ces cas, le diagnostic repose directement sur le caractère clinique, c'est-à-dire on pose le diagnostic cliniquement. On peut faire des examens complémentaires tels que l'FNS qui va retrouver une hyperleucocytose avec PNN, parce que c'est ça, donc les neutrophiles, donc se voit surtout, il augmente le taux de neutrophiles augmente quand il y a une infection donc bactérienne. Le syndrome inflammatoire est toujours marqué, donc une VS accélérée avec une CRP aussi qui est très élevée. Les autres examens complémentaires à rechercher, ça c'est en fonction un petit peu du tableau ou bien du patient lui-même. Quand on est devant un patient qui fait par exemple un problème variceux sous-jacent, on est obligé de faire par exemple une écho-doppler des membres inférieurs. Les examens bactériologiques, le prélèvement de la lésion pour rechercher le germe qui est en cause, mais ça ne doit pas retarder le traitement. C'est-à-dire le malade, il est là, il vient vous consulter, vous êtes mettre le traitement en cours, faire prélèvement, mettre le traitement et attendre les résultats par la suite, parce que l'érysipèle, c'est une urgence. Plus on retarde le traitement, et plus on risque de faire des complications graves. C'est pour ça qu'on traite et on a juste le traitement après. Ben, je ne sais pas, il y a un petit problème avec le micro, c'est vrai. J'ai dit bien, il faut faire... ça me gêne moi aussi, hein, pas uniquement vous. Hein. Alors, je viens de dire que faites toujours le traitement. Par la suite, faire le prélèvement, c'est-à-dire quand le malade il est là, vous pouvez faire un prélèvement par l'écouvillon, l'envoyer en bactériaux et entamer le traitement par la suite
revoir le malade dans 3 jours. S'il répond à votre antibiotique, donc il continue. S'il ne répond pas, on est obligé d'ajuster en fonction des résultats du traitement bactériologique. Alors, les diagnostics différentiels se posent avec, par exemple, ici, vous voyez sur cette image, c'est un zona. Donc, le zona, c'est hyperalgique, c'est unilatéral, qui touche un dermatome particulier. Donc, on ne va pas voir de fièvre, tout ça, mais c'est plus des plages de nécrose avec une hyperalgie très, très importante qui va toucher un dermatome. Donc, ça, c'est pour le diagnostic différentiel, j'en passe. Je vais parler de cette complication-là, qui est une complication très importante, qui est la fasciite nécrosante. Donc, votre malade peut faire, par exemple, un érysipèle, il part voir un pharmacien ou bien un vendeur qui va lui prescrire des anti-inflammatoires. Et à ce moment-là, on risque de masquer juste l'inflammation, mais l'infection, elle y est toujours et ça va descendre vers les couches les plus profondes. Ça, c'est une complication très grave qui peut aboutir à l'amputation du membre atteint. Je dis bien, c'est une complication qui est très très grave. C'est quoi cette fasciite nécrosante? Vous allez avoir un érysipèle qui ne va pas répondre au traitement ou bien un érysipèle maltraité par les anti-inflammatoires qui sont contre-indiqués en cas d'érysipèle. Je dis et je le redis, je l'ai dit toujours, faites très attention, ne jamais donner d'anti-inflammatoires en matière d'infection. Vous traitez avec des antibiotiques, revoir votre patient et s'assurer qu'il n'a pas pris d'anti-inflammatoire. Parce que ça, c'est une complication qui est très importante, qui est un problème principal à ne pas méconnaître. Donc, l'importance des signes toxiniques, c'est-à-dire vous allez avoir un foyer ou bien un placard qui est très rouge, absence d'amélioration, l'apparition carrément de plages de nécrose. Et quand vous touchez au membre, ça crépite. On dirait qu'il y a des gaz sous la peau, il y a de l'air sous la peau. Et quand ça crépite, il y a apparition rapidement de plages de nécrose, c'est qui impose l'exploration chirurgicale. C'est-à-dire il faut ouvrir, faire une nécrectomie chirurgicale pour essayer de sauver le membre. Ça, c'est après une nécrectomie. Donc, vous voyez bien, donc c'est un placard rouge qui va s'étendre, qui ne va pas répondre au traitement, qui va s'aggraver de jour en jour. L'apparition de crépitation sous la peau, l'apparition de plages de nécrose nous impose à envoyer le malade rapidement en chirurgie pour faire nécrectomie chirurgicale sous incise générale. Après la nécrectomie, on entame la cicatrisation dirigée. Et par la suite, des séances de rééducation, parce que la cicatrisation dirigée va mettre beaucoup de temps, parce qu'on a fait carrément, on a enlevé beaucoup de couches. Sous antibiothérapie, la guérison d'un érysipèle est obtenue en une dizaine de jours. Non traité, l'érysipèle peut regresser rarement spontanément. Ça, c'est quand il est vraiment superficiel. Il ne descend pas vers les couches les plus profondes, c'est-à-dire vers le fascia. Fasciite, ça vient du fascia. C'est la couche qui couvre un petit peu le muscle. Les complications locales surviennent dans 5 à 10% des cas. Elles consistent à l'apparition d'un abcès localisé, plus souvent superficiel. La survenue d'abcès sous-cutanés profonds nécessite un drainage chirurgical. Les complications systémiques sont rares, mais on peut faire une septicémie, un streptocoque, glomérulonéphrite, voire un érythème noueux. Ça, c'est carrément l'éléphantiasis. Quand vous voyez ça, vous voyez quand c'est presque les pieds d'un éléphant. Donc, les récidives, c'est la complication aussi la plus fréquente. Elle survient sur un terrain d'insuffisance veineuse ou bien lymphatique chronique, souvent associée à l'existence d'une porte d'entrée chronique. C'est pour ça, toujours traiter les résipèles par des antibiotiques. 10 jours après, vous entamez un traitement de la porte d'entrée par des antifongiques quand il s'agit par exemple d'une onychomycose, c'est-à-dire un champignon qui touche les angles ou bien un intertrigou interorteil. Autre chose que je dois rajouter, c'est le port de bas avarice, qui est un traitement pour éviter cette éléphantiasis-là. Quand le patient il va vous faire un érysipèle, donc la jambe sera très enflée, donc faites un traitement par voie orale, c'est-à-dire les antibiotiques machin, et rajoutez toujours les bas avarices en fonction du diamètre, la circonférence de la jambe, et surtout quand le patient souffre d'insuffisance veineuse sous-jacente. L'hospitalisation est indispensable chez certains cas. On ne peut pas hospitaliser tous les cas d'érysipèle parce qu'on ne va pas s'en sortir. On risque de faire carrément des résistances à l'antibiothérapie. Donc, quels sont les gens qui sont normalement susceptibles et qu'il faut les hospitaliser rapidement? C'est les gens qui présentent des signes généraux très marqués, les gens qui présentent des complications locales trop importantes, les affections associées,
et les immunodéprimés, les diabétiques aussi. Pour les antibiotiques, on a une large gamme d'antibiotiques qu'on peut utiliser. On peut utiliser la pénicilline, Pénigé. Pour les malades, par exemple, aussi hospitalisés, la Pénigé est utilisée à 4-6 millions 3 fois par jour jusqu'à l'obtention de l'apéritie. Par la suite, le relais par la voie orale. L'amoxicilline, bon, actuellement on ne l'utilise plus, mais c'est plus les Pénigé ou bien quand il y a une contre-indication, on peut prescrire un macrolide ou bien un synagestine pendant 12 à 15 jours. Traitement adjuvant, c'est le repos au lit, soulever le membre pour améliorer l'état circulatoire du membre, mettre toujours un traitement anticoagulant parce que le malade va être alité, donc il risque de vous faire des complications thromboemboliques. On peut utiliser de l'héparine, donc à vapeur moléculaire. Il faut proscrire, c'est-à-dire éviter de prescrire les anti-inflammatoires. Pour les cas qui, par exemple, des récidives, des malades qui présentent des récidives des résipales, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire carrément un traitement par l'extensiline, donc à 2,4 millions en intramusculaire chaque 21 jours pendant au moins un an. Donc, je répète, pour les cas qui font des récidives avec des troubles circulatoires, donc on prescrit les bas varices. Le portage des bas varices doit se faire continuellement. Il faut faire un drainage lymphatique pour les gens qui présentent un problème lymphatique à type d'éléphantiasis et on doit prescrire de l'extensiline chaque 21 jours pendant au moins un an pour s'assurer qu'il ne va pas vous refaire encore donc des résipales. S'il vous plaît. Donc, on a fini avec ce cours-là. Est-ce que vous voulez qu'on entame les fièvres éruptives ou je vous laisse 10 minutes au repos et je vous reprends? Si oui, vous m'entendez? On continue. Alors, 10 minutes, le temps de lancer le deuxième cours et je vous reprends. D'accord? Est-ce que c'était clair pour ce cours-là? Très bien. Si vous auriez des questions aussi, alors merci à vous aussi. Donc, si vous auriez des questions, de toute façon, on va reprendre probablement les cours, mais ça sera sous forme de TD comme ça pour poser des questions, pour revoir d'autres images. On vous ramènera d'autres images comme ça pour bien comprendre les cours. Essayez de voir bien l'image et faire la description en fonction de l'image. D'accord? Donc, je vous reprends dans 10 minutes.